Michel, c'est parti. Nous sommes, monsieur le Premier président Pierre Moscovici, ravis de vous accueillir ce soir pour, même si actuellement, pour un nouvel échange initié par Confrontation Europe. Depuis près de 30 ans que Confrontation existe, vous êtes un contributeur fidèle et régulier à nos réflexions et je tiens vraiment à vous en remercier au nom de l'équipe actuelle de notre association, mais aussi au nom de Philippe Herzog, de Claude Fischer et de Marcel Grignard qui ont eu par le passé maintes fois l'occasion de vous inviter. Vous êtes, s'il fallait le résumer, un Européen de toujours, tant par les engagements personnels qui sont les vôtres que par les responsabilités européennes éminentes que vous avez exercées depuis près de 30 ans. Pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, 2 fois député européen, 1994-1997, 2002-2007, ministre délégué aux affaires européennes dans le gouvernement Lionel Jospin de 1997 à 2002, et puis plus récemment, de 2014 à 2019, au sein de la commission Juncker, commissaire aux affaires économiques et financières, à la fiscalité et à l'union douanière. Et dans ce dernier mandat, vous avez milité pour un vrai budget pour la zone euro et aussi, on l'oublie parfois, pour la création d'un actif sûr européen pour permettre à l'Union européenne d'émettre de la dette, bref, en quelque sorte, anticipant sur les 360 milliards de prêts qui constituent pour moitié le plan Next Generation EU qui a été adopté le 27 juillet dernier. Enfin, vous occupez aujourd'hui une position clé puisqu'en tant que premier président de la Cour des comptes, vous avez une visibilité sur l'ensemble des finances françaises et au-delà sur les finances européennes privilégiées. Alors ce soir, justement, nous allons, avec tous les amis de Confrontation, essayer d'analyser, de voir un petit les évolutions en termes de finances publiques françaises et européennes dans le contexte de cette sacrée crise que nous connaissons depuis plus d'1 an et avec quelques résultats tangibles que je me contenterai de rappeler à l'introduction. Le PIB de l'Union européenne a chuté de 6,8% dans la zone euro et de 8,3% en France l'an dernier. Le taux d'endettement atteint désormais 156% en Italie, 122,4% en France, 70% en Allemagne. Quant au chômage, en Grèce, il atteint des records à 16,9% de la population active, 16,4% en Espagne, 9% en France, 4,5% en Allemagne, 5,8% au Danemark et 7,5% en moyenne dans l'Union européenne. Dans ce contexte, je pense que la question qui va être en filigrane posée tout au long de notre échange, ça va être de quelle marge de manœuvre disposons-nous pour reprendre une formule de Lénine à l'époque face aux questions brûlantes du moment, que faire? Et quelle perspective quant à l'avenir de la dépense publique, tant au niveau national qu'au niveau communautaire? Alors, la modération des échanges ce soir sera assurée par notre ami Édouard François de Lanxin, qui est trésorier et conseiller finance de Confrontation, qui anime le groupe de travail sur les questions financières de notre association. Thomas Dorger, qui est le jeune délégué général de Confrontation basé à Bruxelles, va recueillir toutes les questions qui vont être posées dans le chat. Donc, je dis à toutes celles et ceux qui nous suivent, vous pouvez interroger Pierre Moscovici et nous retranscrirons ces questions à travers un jeu de questions-réponses. Puis, je crois que, voilà, on va se donner jusqu'à 19h25, 19h30 au grand maximum pour essayer de rester dans les purs de cette décharge. En tout cas, vraiment, encore une fois, mille merci de votre accueil et de votre accord et je suis ravi de vous accueillir ce soir. Voilà. C'est donc à moi de parler. Exactement. Très bien, merci Monsieur le Président, cher Michel. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, dans un contexte qui est à nouveau assez particulier, 1 an après le premier confinement. C'est un grand plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui. C'est pas la première fois, loin s'en faut, que je collabore avec Confrontation Europe, puisque vous rappeliez que Confrontation a 30 ans, ça fait au moins 20 ans que je viens ici régulièrement depuis la grande époque de Philippe Herzog, avec qui j'ai travaillé très amicalement, déjà au Parlement européen, puis quand j'étais ministre des Affaires européennes, il y a maintenant bien longtemps. Et j'apprécie particulièrement de pouvoir échanger avec vous, aussi bien sur des sujets relatifs à la gestion des finances publiques, dans le cadre des fonctions que j'occupe aujourd'hui à la Cour des comptes, que sur des problématiques européennes et internationales que je continue à suivre par intérêt ou personnel, et aussi par des fonctions d'enseignant que j'ai tenu à conserver pour garder aussi ce lien avec la jeunesse, la génération qui monte et qui endure tout particulièrement la situation présente. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui me paraît d'intérêt pour vous qui aimez l'Europe, qui vivez cette crise et qui essayez
j'imagine, de vous projeter dans des horizons ou des lendemains plus optimistes ou plus joyeux. Et le thème de mon intervention va porter sur la signification et la portée de cette crise sanitaire et toutes les nombreuses implications qu'elle aura sur le destin de notre maison commune des libertés et de la démocratie. C'est comme ça que j'aime bien définir l'Europe. Et j'ai choisi dans un premier temps de dresser un état des lieux de ce que cette crise a entraîné pour la France et l'Europe. Mais vous venez de donner les grands chiffres, puis j'essaierai d'analyser les réponses que la France et surtout l'Union européenne ont apporté à la crise sanitaire et économique, et parcourir a posteriori en quelque sorte les mesures, les politiques publiques structurantes adoptées au cours des derniers mois sera sans doute utile pour dresser des prévisions plus précises sur les développements qui nous attendent, les réformes économiques et financières qui restent à mener prochainement. Enfin, j'aborderai certaines issues possibles de la période actuelle pour les constructions européennes. L'Union européenne, c'est tarte à la crème, mais c'est vrai, elle est la somme des réponses à ces crises. Elle demeure une entité finalement jeune face à ces phénomènes et qui, de mon point de vue, représente des points clés pour l'avenir. Et au fil de cette analyse, j'examinerai les opportunités, les perspectives qui nous sont offertes par le changement de paradigme que l'Europe vit actuellement, changement de paradigme qui se perd parfois dans la douleur. Il n'a pas été facile d'adopter le Next Generation EU, le plan de relance européen, et il n'est pas facile à la Commission européenne d'affirmer son rôle en matière de vaccination, on le voit tous les jours. Néanmoins, je pense que ce sont de tentatives qui sont instructives et qu'il faut continuer à explorer. J'insisterai notamment sur la façon dont l'Union européenne pourra et devra servir de ce moment de grande rupture que nous vivons pour aller vers davantage d'intégration, mais intelligente, et porter un modèle ambitieux, certes, mais renouvelé. Et plus que jamais, on peut dire que nous sommes à la croisée des chemins. Les forces de défaisance, on les connaît, elles sont là, elles exercent tout leur poids. Le populisme pèse sur nous avec beaucoup de force. Le nationalisme menace à l'intérieur comme à l'extérieur. Et en même temps, on voit des essais de construction inédits. Et il faut trouver un chemin au milieu de tout ça. Alors d'abord, un rapide état des lieux de la crise Covid-19 en Europe, en tentant d'analyser l'impact économique de la crise à travers des chiffres, en commençant par la France et en continuant avec l'Europe. C'est pas simple de disposer aujourd'hui de prévisions solides dans une situation qui est marquée par une évolution incertaine et tous les jours par l'imprévisibilité. Ne serait-ce que parce que il faut être conscient que le sanitaire et l'économique sont en réalité les deux faces d'une même pièce. L'économie redémarre quand la situation sanitaire s'améliore. Elle ralentit quand celle-ci se détériore et l'incertitude sur le moment précis où nous pourrons enfin considérer que nous sommes dans l'après-Covid, évidemment, pèse sur toutes les prévisions économiques. Mais il y a une chose qui est incontestable, c'est que nous avons subi en 2020 et continuons de subir en 2021 une crise imprévisible et imprévue en tout cas dont l'ampleur est totalement inédite. À titre d'exemple sur l'ensemble de l'année 2020, mais vous avez donné les chiffres, l'économie française a enregistré une très forte récession avec une chute totale du PIB qui s'établit à 8,3% par rapport à l'année dernière. Et ce qu'il faut voir, c'est que nous n'avons jamais tout simplement perdu autant depuis 2 siècles en dehors des périodes de guerre. Jamais. Cette crise, en tout cas par sa brutalité, est plus forte que celle de 2008, bien sûr, mais plus forte que celle de 29. Même si on peut penser qu'au total, la perte de PIB dans la crise 29-32 aura été plus importante parce qu'elle aura été plus longue. Et sur une année, on n'a jamais vu ça, simplement, en dehors de périodes de guerre. Et en 2019, l'économie française a vu son PIB équivaloir à 2323 milliards d'euros de richesse et il a diminué de 193 milliards, entraînant la perte. Les chiffres de chômage ont été donnés de 691 000 emplois et ça n'est pas fini parce que beaucoup d'emplois, on le sait, ont été préservés grâce au fameux quoi qu'il en coûte et par exemple aux mesures de chômage partiel ou au fonds de solidarité que la Cour examine aujourd'hui. Et donc, même si je n'ai pas l'habitude de faire des discours sensationnalistes, il faut quand même voir qu'on est dans une crise qui n'a aucune mesure avec des anciens épisodes. Pour donner un ordre de grandeur, le PIB français a diminué de 2,8% en 2009, après la crise financière de 2008.
Et la baisse de 29 à 32 a bien été de 15%, mais sur un an, elle n'a pas été de 9% ou 8%, comme ce fut le cas. Les autres pays européens ont également subi la crise de plein fouet, mais avec ce que vous soulignez en creux, des inégalités de performance, sans doute. La chute du PIB de l'Union européenne était estimée fin 2020 à 7,4%, avec une reprise de 4% en 2021, 3% en 2022, sûrement un peu plus en réalité en 2021, à la fois parce que l'économie paraît plus résiliente dans le post-Covid et aussi grâce au stimulus Biden. Ça, c'est quand même un game changer tout à fait important. Parmi les plus grands États membres, seuls l'Allemagne et la Pologne devraient atteindre ou dépasser leur niveau de PIB d'ici à la mi-2022. Les autres, ce sera pour plus tard. Et la poursuite de la reprise de la consommation, de la production industrielle, des exportations devrait stimuler la croissance en 2021-2022, mais avec une deuxième ou une troisième vague d'infection qui, à chaque fois, freine le rebond, notamment le rebond allemand, mais aussi le rebond français. Et à ce stade, il me semble essentiel de réfléchir à ce qui rend cette crise si singulière. Il y a une première différence qui apparaît, par exemple, avec la crise financière de 2008, c'est que justement, ce n'est pas une crise financière. Ce n'est pas un dysfonctionnement de l'économie ou du système financier, ce n'est pas une crise endogène. Et au contraire, ce sont des mesures sanitaires, par ailleurs absolument nécessaires, adoptées à partir de fin février 2020 en Italie, progressivement dans tous les pays européens, qui ont créé des chocs négatifs d'offres et de demandes. C'est ce qui explique cette extraordinaire soumission, ou en tout cas lien avec le confinement. Dès qu'il y a confinement, ça patine ou ça freine. Et dès qu'il y a des confinements, ça réaccélère. Mais il y a eu tout de même un certain nombre d'effets structurels qu'il ne faut pas négliger, qui auront d'ailleurs un impact sur la sortie du quoi qu'il en coûte. Un certain nombre de mesures se termineront, on le sait, quand les mesures sanitaires seront levées. On n'aura pas du chômage partiel pour toujours. Mais un certain nombre de secteurs, l'automobile, à un certain titre, mais plus profondément les transports aériens, la restauration, l'hébergement, la culture, tous ces secteurs-là sont tombés autour de 10% de leur activité normale, et il est douteux qu'ils retrouvent ce niveau d'activité avant 2 à 3 ans, s'ils ne le retrouvent jamais, car il y aura sans doute aussi des modifications structurelles dans un certain nombre de secteurs, et là, pour le coup, on ne peut pas dire que les mesures du quoi qu'il en coûte devront être levées, parce qu'il y aura besoin de soutiens qui seront nombreux. En deuxième lieu, le confinement a aussi affecté l'inflation, puisque de manière inédite, l'inflation mesurée et l'inflation perçue par les ménages ont fortement divergé. Pourquoi ça? Par le fait qu'il y a eu une déformation de la structure de consommation lors du confinement. Certains des produits devenus momentanément moins consommés ont vu leur prix baisser, ou très peu augmenter, carburant, loisirs, transport, alors que d'autres, qui étaient pour le coup directement consommés, ont connu des hausses de prix importantes, en particulier dans le secteur alimentaire. Après ce choc inédit, c'est le troisième enseignement, on ne peut pas compter sur une reprise en V. Ça chute et ça remonte, non. On aura une reprise en racines carrées ou en forme telle d'oiseau. On a tombé fortement, on a remonté déjà, et maintenant, petit à petit, on va retrouver le niveau d'avant 2022. La question, c'est de savoir à quelle vitesse. Voilà pour l'économie. Incontestablement et inéluctablement, les perspectives budgétaires et les finances publiques, qui me préoccupent aujourd'hui professionnellement, sont durablement impactées par la crise sanitaire. Le déficit budgétaire global devrait passer dans la zone euro d'environ 0,5% du PIB en 2019 à 8,8% en 2020. Il devrait rester très négatif également en 2021, notamment pour un pays comme la France. Et puis, il y a ce chiffre sur la dette qui suscite 1000 débats. La Cour va y apporter son grain de sel, puisqu'on nous a demandé, le Premier ministre nous a demandé de faire un audit sur la trajectoire de finances publiques que je rendrai vers la mi-avril ou début avril, en tout cas avant que la France dépose son programme de stabilité. Mais le ratio dette sur PIB a atteint près de 102% dans la zone euro l'année dernière, 94% dans l'Union européenne, c'est 17 points au-dessus de l'avant-crise. Et en France, le ratio de dette publique s'est établi en 2020 à environ 120% du PIB, soit plus de 20 points au-dessus du niveau d'avant-crise et 2 fois les seuils
prévues par le pacte de stabilité et de croissance, qui pose deux questions. D'abord, ce niveau est-il soutenable? Jusqu'à quel horizon et que faire de cette dette? Je dis tout de suite que je suis de ceux qui considèrent qu'annuler la dette est juste une absurdité, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas la gérer, qu'on ne peut pas la mutualiser, qu'on ne peut pas la faire rouler, qu'il n'y a pas de choses intelligentes à faire. Il y a 1000 questions qui se posent, par exemple sur le cantonnement ou l'isolement de la dette Covid. Ce sont des questions ouvertes. Mais l'annulation est une irresponsabilité. Et prétendre cela est juste un mensonge. Ça n'arrivera pas. Il n'y a pas de candidat à ça. Ceux qui disent, des économistes, des gens estimables que je connais par ailleurs, la BCE n'a qu'à faire. Elle ne fera jamais. C'est pas dans son mandat, c'est pas dans sa culture, c'est pas dans la culture des pays de l'Union européenne. Et pour moi, qui quand même fait beaucoup de politique dans ma vie, il doit y avoir un petit rapport entre la politique et la vérité. Quand il n'y en a pas, c'est très problématique. Et le deuxième sujet que ça soulève, c'est l'avenir des règles du pacte de stabilité et de croissance. Justement, est-ce qu'on peut prétendre durablement que l'objectif de 60% de ratio de dette sur PIB existe quand on est en moyenne à 100, pour certains pays à 120, et qu'on sait très bien que pendant une dizaine d'années, on va rester à ces niveaux-là. N'imaginons pas que la dette française va significativement baisser d'ici à 2030. Selon les choix qu'on fait, elle peut se stabiliser, augmenter un peu, baisser un peu, pas beaucoup plus. Et donc, on a cette situation qui méritait, je pense, d'être établie avec tout de même un point d'alerte très grave, qui est que l'économie va repartir, sans doute, mais le chômage, lui, sera plus élevé, à un même niveau de PIB qu'il l'était avant 2019. Deuxième point que je souhaitais aborder, c'était les réponses politiques structurantes qui ont été apportées à la crise sanitaire. Dans le type de conférence que nous faisons, il y a toujours un must qui est de citer Antonio Gramsci, ça fait du bien, c'est toujours une ressource précieuse, et il disait l'histoire enseigne, mais elle n'a pas d'élèves. Et c'est une réflexion qui, historiquement, paraît assez juste. Mais, cette fois-ci, force est de constater qu'on a quand même tiré les enseignements des crises précédentes, et je crois qu'on peut dire globalement que les dirigeants européens ont cette fois-ci réagi plus vite et de manière plus pertinente, par exemple, qu'après la crise financière de 2008 ou après la crise grecque, avec force, avec disponibilité. Je vais prendre quelques exemples. D'abord, la relation de la Banque centrale européenne, après quelques cafouillages initiaux, elle est quand même restée complètement dans la logique d'émission et aussi de rachat de dette. Elle continue d'injecter des liquidités, elle maintient les taux d'intérêt à un niveau bas, et même négatif, qui favorise la croissance. Certes, elle garde en tête l'inflation. Il faudra regarder aussi ce qui se passe sur l'inflation américaine, sur la politique monétaire américaine, mais c'est le cas aussi de la politique budgétaire ou financière. Il y a déjà eu les instruments qui ont été mis en place par la Commission, notamment le fameux SURE, qui voulait protéger les emplois et les salariés touchés par la Covid-19 à travers des prêts, les 22 milliards d'euros qui sont investis dans l'emploi des jeunes, tout ce qui passe par le mécanisme européen de solidarité, et enfin, et surtout, il y a le fameux plan de relance européen, Next Generation EU, de 750 milliards d'euros. Pour certains, c'est le moment hamiltonien de l'Europe. J'aime bien qu'on parle de moment hamiltonien, parce que moi qui suis très féru d'histoire américaine, en général, la plupart des gens ne savent pas de quoi il s'agit. Le moment hamiltonien, c'est un dîner qui s'est tenu à la demeure de Thomas Jefferson, entre celui-ci, James Madison et Alexander Hamilton, où, au fond, se sont créés les États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'il y a eu une espèce d'échange entre, d'une part, ceux qu'on appelait les fédéralistes, Hamilton, les autres, les républicains, ceux qui voulaient une économie industrielle, ceux qui voulaient une économie rurale, ceux du Nord et ceux du Sud. D'un côté, des émissions de dette communes, qui ont mené ensuite à une banque centrale commune, et de l'autre côté, la création d'une capitale qui ne se trouvait plus à New York ou à Philadelphie, mais qui s'est construite au bord du Potomac et s'est appelée plus tard Washington, du nom du premier président. Pardon de faire ce petit cours d'histoire ultra rapide, mais pas faux, je vous hoche la tête, il y a quand même des choses qui sont assez vraies là-dedans. Et est-ce que c'est hamiltonien? Oui et non.
Non, parce qu'on n'a pas créé le fédéralisme budgétaire américain il y a 1 an ou il y a 6 mois. Ça a été extrêmement laborieux. Il reste des divisions très fortes entre ceux qu'on appelait les frugaux et d'autres, dont la France, l'Allemagne, qui a fait un tournant remarquable, et la Commission européenne. Mais quand même, beaucoup d'innovations. Un plan massif, 750 milliards d'euros. 2, une solidarité acceptée. 3, pour la première fois, une mutualisation de la dette assumée par l'Union européenne. Et enfin, une part de subventions dans le plan, inédite jusque-là. On procède toujours par les bazookas financiers qu'on a mis en place après la crise, notamment le MES. Et là, il y a 390 milliards de subventions sur 750. Alors, c'est une politique de relance qui n'est pas dimensionnée tout à fait à l'échelle de ce que font les États-Unis, mais quand même, il faut aussi ajouter les plans nationaux. Donc, au total, on est aussi dans l'ordre de trillions d'euros. Deuxièmement, il faut regarder ce que sera la rectification. On a pris beaucoup de retard. Il faut regarder aussi comment sont les tuyaux. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent arrive au bon endroit. Mais enfin, au total, on peut dire que l'Union européenne a marqué des points dans cette période et qu'elle a ouvert un certain nombre d'espaces nouveaux. La deuxième chose que je voudrais examiner, c'est justement la réponse qui concerne le sanitaire. La santé ne fait pas partie des prérogatives de l'Union européenne et elle ne sera pas une compétence européenne. Néanmoins, on a vu monter d'une part le rôle du régulateur, l'Agence médicale européenne. On attend son verdict sur le vaccin AstraZeneca. Je ne sais pas quel sera le verdict, mais ça veut dire quand même qu'il y a maintenant un juge de paix qui est européen et pas seulement national. Il sera très compliqué aux États européens de se mettre en dehors de ce verdict quand il sera rendu jeudi. Bon, après, chacun peut avoir son opinion là-dessus. Et puis, deuxièmement, la Commission européenne a pris en charge la question de la vaccination en développant, en commandant plusieurs vaccins. Et l'Union européenne est un des plus gros acheteurs de doses de vaccins, avec une précommande de 1,4 milliard de doses pour 447 millions d'habitants, soit un peu plus de 3,1 doses par Européen. Les États-Unis, c'est 3 doses, l'Australie, c'est 5 doses. Bon, évidemment, je ne prétendrai pas que les choses se déroulent parfaitement. Ça se déroule de manière hétérogène, avec une part de naïveté, une part de bureaucratie, naïveté par rapport aux pratiques des big pharma, parce que autant, à titre personnel, je comprends les précautions qu'on prend sur un vaccin comme AstraZeneca, mais quand même le rapport coût-bénéfice, prendre chaque jour un retard de 100 000 vaccinations parce qu'il y a eu peut-être un mort en Autriche, 2 en Allemagne, 0 en France, apparemment pas au Royaume-Uni, c'est très coûteux. En revanche, le laboratoire AstraZeneca est tout à fait responsable de ces retards et de la préférence qu'il semble donner au Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, qui lui a acheté, comme c'était promis, ces vaccins à un prix coûtant. Quels sont les défis? Je vais en terminer par là, avant de conclure. Winston Churchill disait « il ne faut jamais gaspiller une crise ». Je m'invite toujours des situations attribuées, mais ça ressemble quand même à du Churchill. Je pense que l'Union européenne doit tirer parti de ce moment-là. Ne l'appelons pas hamiltonien, c'est un moment qui est extraordinaire, il y a une crise sanitaire, pour mener les réformes qu'elle n'a pas pu conduire, certaines impliquant des changements de traité, d'autres pas. Pour insister sur quelques-unes, je mettrai 3 ordres d'idées. 1, il est vraiment temps maintenant de changer notre mode de décision et de passer pour l'essentiel au vote à la majorité qualifiée. On l'a fait dans la plupart des domaines. Il reste encore des sujets de résistance, la politique étrangère, la politique sociale, la politique fiscale, et pour avoir été 5 ans commissaire à la fiscalité, je peux vous dire qu'on n'est pas prêt d'avoir une solution sur le numérique en Europe tant qu'on n'a pas le vote à la majorité qualifiée. Et pourtant, c'est plus nécessaire que jamais. Deuxième chose, il faut réfléchir à ce que peut-être une Europe, le président Macron parle d'Europe souveraine, le langage peut paraître un peu oxymorique,
mais disons une Europe qui est capable de mener à nouveau une politique industrielle qui lui permette d'assurer son indépendance, qu'il s'agisse de la défense, de la recherche ou de l'industrie elle-même. Troisième chose, je pense que l'avenir de la zone euro est une question centrale au futur de l'Europe. Après le Brexit, la zone euro, c'est 85% du PIB de l'Union européenne. Et elle comporte les 4 plus grands pays de l'Union européenne, qui sont maintenant la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Et surtout, pour avoir siégé au Conseil ECOFIN ou à l'Eurogroupe pendant 7 ans et demi, c'est une période extrêmement longue, je peux vous dire que c'est un espace politique assez homogène, justement, où les questions des illibéraux ne sont pas posées, et un espace homogène et qui homogénise, justement, par des processus de décision qui forment à chaque fois un consensus. Pas facile, mais un consensus. Et là, les réformes que vous évoquiez, que j'ai promues quand j'étais commissaire européen, je crois toujours valides. Premièrement, il faut que l'architecture de la zone euro inclue un budget spécifique. Pour moi, le fonds de relance ne doit pas être un one-off. Il doit devenir un budget absolument nécessaire, avec, à côté de ça, des ressources propres. Question de savoir si ces ressources propres et budget Union européenne ou zone euro est posée. Essentiel, la zone euro, c'est le cœur. Deuxièmement, je ne crois pas qu'on puisse conserver le pacte de stabilité et de croissance intact. Je sais que c'est extrêmement compliqué de le modifier, hein, et je ne sous-estime pas les raisons pour lesquelles c'est compliqué. Je ne vais pas donner de raisons, de leçons de morale aux frugaux, aux Allemands, aux autres. Enfin, c'est toujours trop facile de faire ça. Ils n'ont pas de si mauvaises raisons que ça d'être frugaux ou attachés à l'ordolibéralisme. Enfin, bon, Dieu sait que j'ai été, à ma vie, plutôt dans une autre famille politique que les ordolibéraux ou les conservateurs. J'ai été un social-démocrate et fondamentalement, même si je n'interviens pas du tout dans la vie politique aujourd'hui, je ne le ferai pas. Je n'ai pas changé de conviction, enfin, ce serait quand même dommage de le faire maintenant. Mais ce que je sais, j'ai toujours essayé d'être libéral au sens politique du terme, c'est-à-dire d'avoir de l'empathie, de me mettre à la place de l'autre. Un Néerlandais ou un Allemand, il se dit, nous, on a fait des sérieux efforts quand même pour nettoyer nos finances publiques, pour put our house in order, comme ils aiment bien dire. Et pour ça, on a fait des sacrifices, on a fait des réformes, elles ne sont pas faciles, les réformes Arts4, etc., etc. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui refusent les réformes, qui continuent à dépenser plein d'argent, et qui nous demandent d'être toujours plus laxistes. Donc il faut quand même trouver une forme de compromis là-dessus. Mais enfin, au final, je pense quand même que les règles ne peuvent pas sortir inchangées de la crise et qu'il faudra des ancres plus robustes, soutenabilité de la dette, qualité de la dépense publique. Enfin, troisièmement, je pense qu'il faudra continuer à transformer la gouvernance de la zone euro, donner un leadership plus fort. Ça fait des années que je milite pour qu'il y ait un ministre des Finances de la zone euro, qui soit en même temps vice-président de la Commission et qui préside l'Eurogroupe. Je vois l'affaiblissement de la présidence de l'Eurogroupe, honnêtement, des Juncker, Dijsselbloem, Centeno, Donohoe. On ne peut pas dire que ce soit un renforcement constant. Et si on a un budget fort, si on a une politique budgétaire commune, alors à ce moment-là, il faut aussi un pilotage politique plus puissant. Et comme les 3 mousquetaires étaient 4, mes orientations vont ajouter une 4e, je crois à l'Europe politique. Je pense qu'il faudra à un moment donné quand même revenir à la politisation des élections européennes. Elle a eu lieu, elle a d'ailleurs porté ses fruits, puisque les populistes ont certes progressé, mais ils ont été battus, alors qu'ils donnaient un challenge puissant aux libéraux. Les illibéraux ont perdu les élections européennes. Trop de voix, trop de sièges pour moi, 25 à 30%, enfin quand même. Mais ensuite, on n'a pas respecté le système des Spitzenkandidaten. Je n'avais pas une énorme affection pour Manfred Weber, et le PPE a gagné les élections. Et ça se traduit toujours par un affaiblissement structurel de la Commission. Je ne dis pas que Jean-Claude Juncker est le phénix et que Ursula von der Leyen lui est inférieure, ce n'est pas un problème personnel. Chacun a ses atouts. Mais de facto, un président de la Commission qui a été nommé hors du principe des Spitzenkandidaten par le Conseil européen dépend plus du Conseil européen. Et ça a des conséquences. Tous les jours. Je pense qu'à long terme, il faudra quand même revenir à ce principe de politisation, je crois ça. Voilà. Pour conclure, je citerai justement Ursula von der Leyen dans son discours sur l'état de l'Union, qui était bon avec les priorités qu'elle donne, un pacte vert, et il ne faut pas sacrifier le Green Deal au sanitaire, il faut au contraire verdir
Recovery Plan, ce qui est le cas d'ailleurs, puisqu'il y a quand même 25 à 30% des ressources qui seront fléchées vertes. L'Europe numérique, puisque la crise sanitaire a révélé encore notre dépendance collective aux outils numériques développés de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne sais pas sur quoi on est là, si on est sur Zoom ou sur autre chose. On fonctionne beaucoup sur Zoom. De nouveaux milliardaires, mais enfin, à un moment donné, il faut à la fois qu'on ait notre propre identité numérique et aussi notre propre fiscalité numérique. On a besoin d'une véritable Europe de la santé. On est en train de l'inventer petit à petit, mais outre le renforcement des pouvoirs de l'Agence européenne du médicament, je pense qu'il faut créer une agence européenne de recherche et de développement en matière de biomédecine. Et je crois aussi que les moyens de la Commission pour être efficaces doivent être renforcés, moyens et en quantité et en qualité. Enfin, je crois beaucoup à une Europe plus humaine. Il y a un journaliste britannique, David Goodhart, qui a récemment publié un ouvrage qui me semble utile et intéressant, et qui dit la tête, la main et le cœur. C'est lui qui avait parlé aussi des somewhere et des anywhere. Et son analyse consiste à remettre en question la hiérarchie des positions sociales, qui donne aujourd'hui la primauté aux métiers cognitifs, aux personnes surdiplômées. La tête, dépend de qualité d'empathie, de sensibilité, de générosité, la main et le cœur. Et c'est un constat qu'on peut, je crois, aussi faire pour l'Union européenne. Ce n'était pas son objectif, il parlait plutôt du Royaume-Uni. Mais si on veut continuer à faire œuvre de civilisation, et je pense que l'Europe est un modèle de civilisation, d'apporter un projet collectif, il faut montrer un visage humaniste, attentif aux souffrances du quotidien. Et je pense que, par exemple, des questions comme le salaire minimum ne peuvent pas être laissées de côté, ni l'Europe sociale. Voilà, Jack London, qui n'était pas européen mais américain, disait « Il n'y a rien qu'on ne résolve, tout est dans le mouvement. Ce qui ne bouge pas meurt. » Nous sommes bien vivants. Et l'Europe, c'est un peu comme ce que Galilée disait de la Terre sous l'Inquisition, et pourtant, elle tourne. Elle bouge sans arrêt. En 70 ans, on est passé d'une Europe guerrière à une Europe pacifique et solidaire, avec des structures qui sont évolutives. Et le propre de la construction européenne se réaliser par étapes, qui sont scellées les unes après les autres, souvent dans des traités, de se relever de ces crises, parfois blessés, et nous serons blessés par celles-ci. Mais aussi, in fine, toujours plus forte. C'est peut-être une aventure moins sauvage que celle que décrit Jack London, mais c'est assez trépidant, et ça mérite de se poursuivre et s'enrichir encore. Et pour ça, je pense que ça a besoin du soutien de militants, d'activistes, de refondateurs, d'Européens convaincus comme vous, qui n'ont pas peur de débat, qui n'ont pas peur de la critique de l'Europe, qui ne sont pas des billy-oui-ouistes, qui parlent aussi des questions économiques et sociales, qu'ils font dans un esprit à la fois contradictoire et coopératif. C'est pour ça que je suis toujours content d'avoir l'occasion de m'entretenir avec vous. Et maintenant, je serai ravi de poursuivre l'échange, en effet, jusqu'à 19h25, si vous voulez bien. Bien, Monsieur le Président, merci de cette vision introductive à notre débat. Nous allons attaquer une première séance de dialogue entre nous avant d'ouvrir à l'ensemble de nos participants. Ce qui est clair, c'est qu'avec Confrontation, structurellement, depuis toujours, on a toujours essayé de jouer sur les deux volets, hein, à la fois un volet macro, institutionnel, et un volet incarné dans la vie réelle, hein, dans l'entreprise, dans les institutions, dans les stratégies. Et le dernier magazine de Confrontation a été édité sous le titre des ruptures. C'est-à-dire que notre analyse était qu'effectivement, avant même la crise en question, nous étions déjà à un moment de rupture. Hein, et Jean-Claude Juncker avait dit que sa commission serait peut-être la dernière s'il n'arrivait pas à modifier les lignes. Alors, ce n'est pas la dernière, mais la commission actuelle, elle est quand même nouvelle. Et avec cette crise, le nouveau budget, le plan Next Generation est probablement aussi en rupture. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de débattre sur les différentes composantes de cette rupture pour, comme vous avez présenté dans votre troisième partie, pour relever les défis. Alors pour relever les défis, il y a pour moi deux sujets sur lesquels on pourrait discuter. Il y a les défis qui sont l'ancrage
de l'économie réelle. Et dans l'ancrage de l'économie réelle, Confrontation a fixé des priorités sur 3 domaines qui sont le numérique, la 4e révolution industrielle, qui sont l'énergie, avec évidemment le climat, l'environnement, etc., et qui sont la finance, qu'on oserait même qualifier de bien commun, parce qu'elle peut être instrumentale dans la manière d'allouer les fonds vers les bons objectifs. Donc, il y a un premier sujet, c'est de voir comment on va plus loin dans une réflexion stratégique, économique de l'Europe. Comment le processus de gouvernance de l'Europe va plutôt adresser des objectifs stratégiques. Et on voit avec Thierry Breton, on voit avec le plan de Next Generation, les leçons qu'on a pu tirer du plan Juncker, où on se posait un certain nombre de questions sur la manière dont ce financement européen allait allouer les ressources aux bons endroits et comment on pouvait effectivement intermédier bottom-up ou top-down le fait que ces investissements que nous qualifions de long terme puissent adresser des vrais objectifs stratégiques. Et je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête 2 minutes sur quelle est votre vision pour que effectivement nous ayons, comme c'était le cas avec le charbon et l'acier à l'origine, une vraie vision stratégique qui puisse délivrer de la valeur, qui parle aux citoyens. Et ensuite, dans un deuxième temps, on pourrait discuter des conditions de mise en œuvre, c'est-à-dire les conditions institutionnelles de gouvernance. Vous avez parlé d'un ministre de l'euro, de l'importance de la zone euro. Je voudrais qu'on parle peut-être de l'importance du semestre, des rendez-vous du semestre, qui doit aligner les différentes stratégies macroéconomiques publiques des différents pays, puisque comme on l'a vu dans les statistiques, cette crise va accélérer, amplifier les écarts. On va voir que l'Allemagne va avoir 70% quand d'autres pays auront 160% de déficit. Et cet écart est un ferment de rupture dans le mauvais sens pour l'Europe. Et donc, il faut que par des moyens politiques et de gouvernance, on puisse combler ces écarts. Donc, dans un premier temps, si on pouvait parler de la manière dont on est une Europe plus stratège, parlant aux citoyens, dans ces axes qui peuvent être une finance comme le bien commun, le numérique et l'énergie. J'ai peu de choses à dire là-dessus, si ce n'est que j'ai beaucoup de... Alors, bon, si, quand même. Première chose, je pense que le Green Deal, qui est un projet de transformation des comportements en toute chose, mais aussi avec des programmes financiers, notamment pour la rénovation du logement, et l'axe central des budgets européens pour les années à venir, qui doit absolument être préservé, qui n'a aucune contradiction, encore une fois, entre la priorité au sanitaire, la construction d'une Europe de la santé, et celle d'une Europe qui soit une Europe robuste en matière d'énergie-climat. Nous sommes leaders en la matière, nous devons l'être encore davantage encore, nous devons sans aucun doute nous donner les moyens de le faire. Ça soulève d'ailleurs aussi la question fiscale, au passage, puisque vous avez vu que dans le Next Generation EU, on a aussi doublé le plafond des ressources propres. Après, il faudra définir quelles sont ces ressources. Il y a des choses dont on est content quand on a été commissaire, d'autres dont on est moins content. Une chose fiscale, je pense que j'ai bénéficié d'une assez bonne opportunité, puisque j'ai fait voter rien moins que 20 directives en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. J'ai un regret, c'est qu'on n'a pas pu promouvoir une directive sur la fiscalité de l'énergie. Et ça, c'est indispensable de repartir de ça. Deuxième chose, en matière de numérique, je vois 2 priorités. Effectivement, la création de l'espace numérique européen, qui avait été ébauché sous Andrew Ansip, mais que Thierry Breton maintenant formule de manière beaucoup plus ambitieuse. Je soutiens totalement ces efforts, mais de l'autre côté, là aussi, la fiscalité du numérique, les efforts qu'on doit faire dans le cadre de l'OCDE, et s'ils échouent dans le cadre de l'Union européenne elle-même. Sur la finance, je sais que c'est un vieux sujet pour Confrontation Europe, la finance bien commun, au fond, Confrontation Europe, vous êtes les meilleurs amis de la finance depuis bien longtemps. Philippe Herzog, c'est souvent fini comme ça.
moi volontairement. Bon, oui et non, parce que heureusement, on a peu parlé du système bancaire et financier pendant cette crise, qui n'est pas une crise du système bancaire et financier. Et la vraie question pour moi, c'est comment est-ce qu'on... Elle est double. Il y en a une qui est dans la poursuite de ce qui a été fait, c'est comment est-ce qu'on parachève l'union bancaire. Elle n'est pas finie. Donc il nous manque encore le vrai système de résolution et la garantie de dépôt. Et là, les prochaines échéances allemandes sont une opportunité à ne pas rater, ou bien au contraire un coup de frein qui risque d'être décisif. Et puis il y a la question aussi du verdissement de la finance. Et de ce point de vue-là, moi je suis très intéressé par ce que dit Christine Lagarde, par le rôle que peuvent jouer les banques centrales européennes, un peu loin de leur mandat, comme le souligne Jean-Pierre Pisani-Ferry, mais pas de manière erronée. Et puis à tout ça, j'ajouterais quand même, je sais que c'est toujours délicat de parler de politique industrielle en Europe, mais cette idée de se doter des outils d'indépendance de notre industrie dans un certain nombre de secteurs stratégiques. Nous avons découvert à quel point nous étions dépendants sur les vaccins, à la fois sur leur production, mais aussi sur des composants. Bien, c'est plus possible de le faire. Et dans le cas d'un pays comme la France, puisque vous êtes tout de même français, vous n'êtes pas seulement une fondation Europe, alors pour le coup, notre déficit de souveraineté industrielle est tout à fait criant. François Bayrou commence à réfléchir sur la question. Je pense qu'il soulève un certain nombre de points qui ne sont pas du tout inintéressants. Et tout de même, pour le pays de Pasteur, constater qu'il y a un vaccin chinois, un vaccin russe qui ne sont pas ridicules, plusieurs vaccins américains, un vaccin allemand, un vaccin britannique, le tout souvent réalisé avec des chercheurs français qui ne sont plus chez nous, ou avec des dirigeants français. C'est le cas par exemple d'AstraZeneca. Ça soulève quand même un certain nombre de questions. C'est pour ça que j'ai évoqué aussi les investissements en matière de recherche et de biotechnologie. Oui, effectivement, politique industrielle est un concept tabou. Pourtant, on a en face de nous la Chine qui a une politique industrielle de très long terme. Eux, ils voient l'Amérique a une politique industrielle constante, que ce soit les républicains ou les démocrates, ça va dans le même sens, et America First, basée vraiment sur une révolution stratégique. Donc je pense qu'effectivement, cette crise a mis le doigt sur nos manquements industriels à travers la santé, mais qui effectivement risque de se généraliser pour retrouver ce qu'on appelle, nous, l'autonomie stratégique. Et il ne peut pas y avoir d'autonomie stratégique s'il n'y a pas une vraie réflexion en termes de politique industrielle et de voir comment on peut transformer la Commission pour pas uniquement édicter des règles, mais pour rentrer quand même dans un éclairage stratégique d'une manière telle qu'il puisse parler aux citoyens. Alors, dans cet autre aspect… Si vous me permettez de vous interrompre, oui. Là, ah, oui. La politique industrielle soulève un problème qui est un problème traditionnel pour les Français, c'est un problème sémantique. Oui. C'est l'idée qu'à travers un mot, on va imposer une certaine façon de faire les choses qui n'est pas celle des autres et qui ne sera pas celle des autres. Le Gosplan, c'est pas le Gosplan. Et donc c'est même pas la politique industrielle au sens chevelmentiste du terme. C'est pour ça d'ailleurs que sur le souverainisme européen, je trouve que Emmanuel Macron a raison et qu'en même temps c'est difficile à imposer parce qu'il y a un aspect d'oxymore, mais néanmoins le concept est bon. Il faut avoir des politiques sectorielles industrielles et des plans ou des programmes, comme on voudra, et que la Commission soit capable de les proposer. Et il faut quand même penser à notre souveraineté, autonomie, indépendance, trouver les beaux mots, tout simplement à défendre nos intérêts, car nous sommes confrontés à des gens qui le font. Vous parlez de la Chine et des États-Unis. Quand Joseph Borrell définit la Chine à la fois comme étant un partenaire et un défi structurel, c'est bien ça dont il s'agit. Donc on s'outille, y compris en étant capable de protéger nos investissements essentiels. Alors quand on parle effectivement de politique industrielle, il faut aussi qu'on voit comment on va incarner dans la vie de l'entreprise cette politique industrielle. Et c'est là où, avec Confrontation, on est en train de travailler sur le nouveau capitalisme, si on peut dire, qui intègre la loi Pacte, l'ESG, la nouvelle gouvernance,
Et là, on pense, vous avez effectivement mentionné que l'Europe avait un rôle civilisationnel, c'est-à-dire qu'on peut, à travers notre équilibre entre les marchés et le social, être innovant et avoir notre mot à dire dans l'organisation générale de l'économie. Donc, nous, on essaie de pousser ce concept qui ne veut pas être naïf, de revisiter un nouveau capitalisme avec des règles beaucoup plus orientées sur la responsabilité, la gouvernance, etc. Comment voyez-vous cette évolution entre le libéralisme dont vous avez parlé tout à l'heure et la manière dont l'Europe pourrait adresser, de manière un peu commune d'ailleurs, entre la Suède, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, hein, une vision commune d'une entreprise responsable et reconnue comme telle par les citoyens? Oh, j'ai parlé de libéralisme au sujet du libéralisme politique. Je me considère surtout comme un libéral politique. Pour le libéralisme ou le néolibéralisme économique, c'est une autre question. Je ne sais pas si c'est tout à fait d'actualité. Mais tout dépend de ce qu'on entend par l'Europe. Si on entend l'Europe comme étant la Commission européenne, les institutions communautaires, je ne suis pas certain que celles-là doivent partir la conception de ce que doit être l'entreprise du futur. En revanche, il y a une vision européenne qui traverse les frontières, avec des entreprises qui elles-mêmes sont multinationales, qui doivent avoir une assise européenne et qui effectivement doivent prendre en compte les différentes dimensions que vous évoquez, c'est-à-dire pas seulement la dimension des actionnaires, les shareholders, mais aussi celle des stakeholders. Les stakeholders sont divers. Ce sont les sous-traitants, ce sont les consommateurs, c'est la responsabilité sociale. Et je crois qu'il faut développer cette vision d'ensemble, alors en étant conscient en même temps qu'il ne faut pas du tout être naïf sur le capitalisme, il ne faut jamais l'être. Ces évolutions peuvent être amenées à des soubresauts. Moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé chez Danone. C'est sans doute un mélange de choses, sans doute d'erreurs de management, il ne faut pas les nier, mais aussi d'une réticence, une réaction d'un capitalisme ultra-financier par rapport à la transformation d'une entreprise comme celle-ci en entreprise de mission. Donc il faut trouver les bons équilibres. Mais il y a tout de même, là, pardon de le dire, hein, le capitalisme, on ne le fera pas sans les capitalistes. Mais vous le savez bien. Donc il faut, pour changer le capitalisme, il faut changer les capitalistes. Mais effectivement, là, vous avez essayé de dire qu'il y avait la vision politique et institutionnelle des choses, et puis la vision économique de l'activité. L'idée, c'est de faire en sorte que ces deux visions convergent. On a le débat dans la régulation financière, par exemple, hein, où les régulateurs édictent la loi, la Commission, le Parlement, les autorités de régulation, etc. Et souvent, les secteurs économiques ont l'impression que tous ces processus ne sont pas forcément en phase avec la réalité du terrain. On le voit dans la régulation financière, les 40 directives de Michel Barnier. Et l'idée est de faire en sorte qu'on change un petit peu à la lumière de cette crise, qu'il y ait une espèce de co-responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a une reconnaissance qu'effectivement, il y a bien un dialogue entre la sphère politique et régulation et la sphère économique, et que c'est bien un processus où on va être capable de mieux se comprendre et de coproduire ces règles, c'est-à-dire d'avoir une certaine vision commune du capitalisme qui, on le voit dans la loi Pacte, hein, la réforme de la loi Pacte est une réforme politique, hein, mais qui est faite en bonne intelligence avec la sphère industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, à travers les pays et de manière consolidée au niveau européenne, on arrive à créer une ambiance de co-responsabilité dans la manière de fixer les règles du jeu. Est-ce que c'est complètement utopique? Est-ce que c'est utopique ou est-ce que c'est faisable? Faisable. Faisable. Bon. Je ne vais pas
lancer trop sur le comment on fait. C'est plus mon métier d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il est important de reconnaître déjà que c'est faisable, parce que c'est déjà un moyen pour faire effectivement évoluer les choses. Donc maintenant, l'idée, c'est de voir dans cette faisabilité comment les institutions les institutions européennes, l'autre approche des choses, va nous permettre de rendre tous ces défis faisables. Alors, vous avez mentionné un certain nombre d'objectifs, ministre euro, etc. Il faut que, et je pense que Next Generation, sans parler d'hamiltonisme et de fédéralisme, va enclencher un processus de solidarité qui fait que l'Europe va devoir se poser la question de lever des ressources directes pour rembourser une partie du plan de Next Generation. Et là, on est probablement dans une rupture de nature. Hein. Et comment on va pouvoir faire en sorte que, avec les différentes sensibilités des différents pays, on arrive effectivement à affronter que l'institution se mette bien au service du besoin des citoyens et de l'économie, c'est-à-dire d'une convergence. Dire ça, c'est inviter à revisiter la façon dont fonctionne le triangle institutionnel, la Commission. Moi, j'ai toujours eu la même vision, au fond, à travers des situations extraordinairement évolutives, c'est qu'il ne fallait pas opposer les uns aux autres, pas chercher à créer des gagnants et des perdants, et qu'il fallait essayer à chaque fois de rehausser le triangle institutionnel dans chacune de ses composantes. Autrement dit, évidemment, j'ai fait partie des rares personnes qui ont fait le tiercé dans le désordre, puisque j'ai été parlementaire européen, j'étais membre de la Commission, j'étais membre du Conseil. Et à chaque fois pendant des longues périodes, 5 ans, 6 ans et 7 ans. Mon expérience à la Commission européenne est une des plus belles que j'ai eu l'occasion de vivre dans ma vie publique, parce que voilà un organe qui pour le coup est vraiment dédié à l'intérêt général, qui est beaucoup plus ouvert sur l'extérieur qu'on le croit, et qui justement sait traiter avec des stakeholders, des fonctionnaires de la Commission. On le goût de ça, il faut y aller. Hein. Pour le coup, top-down, bottom-up, tout ça doit se mélanger. Une administration qui est pour beaucoup une administration de mission, et une ambiance politique que je n'ai connue nulle part, puisque par définition, on n'est pas rivaux les uns des autres, ou peu, même si on appartient à des formations politiques différentes, on fabrique toujours du consensus. Et la Commission doit plus que jamais avoir le monopole de l'initiative et la force de l'initiative. Et sur tous les sujets qu'on envisage, forcément les choses partent et partiront de la Commission, et donc c'est un lieu qu'il faut investir. Deuxième chose, j'ai parlé du vote à la majorité qualifiée, il y a un corollaire du vote à la majorité qualifiée, c'est la codécision, donc le Parlement européen doit être le co-décideur général. Et il y a des choses remarquables qui s'y font. Je lisais un rapport que m'envoyait une parlementaire portugaise, Margarita Marquez, sur la gouvernance de la zone euro. C'est extrêmement solide, très très souvent, la plupart du temps d'ailleurs. Il faut aller jusqu'au bout du processus. Le Parlement européen, Michel l'a rappelé, moi je l'ai connu en 1994, c'est un sympathique forum entouré de lobbies. Je l'ai retrouvé en 2004, c'était devenu un vrai parlement. Aujourd'hui, c'est un parlement de plein exercice. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si, par exemple, en France, on a plus voté aux élections pour le Parlement européen qu'aux élections législatives. Donc, il y a quand même la conscience de l'européanisation des enjeux. Et donc, c'est aussi pour ça que je parlais des Spitzenkandidaten de la politisation, il faut aller jusqu'au bout du process. Mais évitons, et ça je sais que vous le faites, cette espèce d'opposition entre le système communautaire et l'intergouvernementalisme. On ne dépassera pas l'expression de l'ordre de la Fédération d'États-nations. Et c'est donc tout de même au Conseil que beaucoup de choses se passent. Et là, il faut à la fois consolider le franco-allemand, le triangle Berlin, Paris, Bruxelles. Mon expérience m'a appris que c'était un triangle fondateur. Et je dis bien, pas seulement le couple franco-allemand. Le triangle formé avec la Commission, et pas une commission soumise, mais une commission égale. Pas suffisant, mais bon. Et j'ajoute enfin qu'il est absolument indispensable de consolider les institutions de la zone euro, parce que c'est là où se fait l'homogénéisation, où se crée le consensus. Voilà quelques réponses institutionnelles. Je ne crois pas que
malheureusement, il y a un appétit énorme pour les changements de traité aujourd'hui. Moi qui ai été conventionnel aussi en 2002-2003, je reste persuadé que l'échec au référendum de 2005 a été une occasion manquée unique, même si on a rattrapé le coup ensuite avec le traité de Lisbonne avec une légitimité beaucoup moins forte, et que ça a congelé le process d'Europe politique pour très longtemps. Je le regrette. En même temps, je le regrette sans contester en quoi que ce soit le vote souverain du peuple français. Moi, j'ai été le premier à dire le soir de 2005 que le traité était mort. C'était un fait, à partir du moment où il a été rejeté. Mais il faut reprendre la démarche citoyenne. À cet égard, je pense qu'une association comme la vôtre doit aussi investir la nouvelle convention sur l'avenir de l'Europe, dont on ne peut pas attendre sans doute la même ambition constitutionnelle que la précédente, mais on doit attendre quand même une relance politique sérieuse. Et il mérite qu'on y investisse de l'énergie, des idées. Bien, on va peut-être pouvoir ouvrir, s'il y a des questions, Thomas, le floor, comme on dit, aux participants. Thomas, est-ce que tu as des questions pour l'instant? Oui, merci beaucoup. Oui, alors on peut peut-être prendre un premier lot de 3 questions. Qui ont été posées notamment par Nicole et Céline, mais qui n'ont pas mis leur nom de famille, donc je cite juste leur prénom. Ils se reconnaîtront. Exactement. Alors ce premier lot de questions concerne plutôt le plan de relance européen. Donc la première, c'est quel serait votre regard sur les ressources propres que l'Union européenne peut mettre en place à partir de 2028 pour rembourser la dette contractée au nom des 27 ? Il y a une deuxième question qui concerne également l'avenir du pacte de stabilité et de croissance, donc qui avait été suspendu assez vite au tout début de la crise, dès les premières semaines de la crise. Donc, quel futur pour ces critères de Maastricht qui étaient très largement décriés avant la crise du coronavirus? Et puis une troisième question sur votre regard sur la montée de l'illibéralisme, notamment à l'est de l'Europe, et du rôle qu'éventuellement la mise en place du plan de relance pourrait jouer dans la lutte contre ce phénomène. Bon, sur les ressources propres, je dis moi-même que la contrepartie d'un plan de cette nature, c'était la création de ressources propres. Alors, il y a des candidats, on les connaît, il y a la taxe sur les plastiques, elle verra le jour. C'est très bien, mais enfin, c'est pas là où on va trouver des ressources énormes, quelques milliards d'euros, peut-être 20 milliards si tout va bien, ce serait déjà formidable. Et puis, il y a les gros clients, si j'ose dire. Première ressource, c'est tout ce qui est émissions de carbone, et puis taxe carbone aux frontières. Je pense que c'est là une piste à creuser absolument. Je disais que j'avais le regret que la commission précédente n'avait, je suis très fier d'avoir été membre, qui a fait beaucoup de choses, n'avait pas eu la force de proposer une taxation sur l'énergie. Il ne faut pas rater l'occasion. Et puis, il y a tout ce qui est numérique. Alors évidemment, un problème global, solution globale. Le mieux, c'est de pouvoir agir dans le cadre ou sous le parapluie de l'OCDE ou du G20. Si ce n'est pas le cas, il faudra reprendre les projets de taxe sur le numérique que je vais proposer et qui sont encore là sur la table. Enfin bon, il faut un bouquet qui soit un bouquet climat, énergie, numérique, pour résumer sur les ressources propres. Sur le pacte de stabilité et de croissance, je suis de ceux qui pensent qu'on ne peut pas se passer de règles de finances publiques. Je ne vous dis pas ça parce que je suis aujourd'hui le premier président de la Cour des comptes, encore que si je pensais le contraire, je pense que je ne ferais pas mon travail de premier président de la Cour des comptes, donc j'essaie de le faire quand même. Mais on en a besoin. Des finances publiques sans règles, c'est des finances publiques qui dérapent et in fine, on se retrouve quand même dans le ravin assez vite. Donc, à un moment donné, il faudra rebrancher quelque chose. On l'a suspendu en 2020, 2021, 2022. On attend, au fond, qu'on ait retrouvé le niveau de PIB d'avant-crise. C'est normal. Après, je ne crois pas que défendre les règles actuelles soit pertinent, parce qu'on retrouvera ensuite, à ce moment-là, combien, 20, 22, 23, 24, puis l'Union européenne en procédure de déficit excessif. Et c'est pas ça qui va permettre de soutenir l'économie comme blessée dans l'après-Covid. Et donc, il faudra quand même avoir un travail de reset assez profond. Et beaucoup de choses sont sur la table. Les travaux de l'European Fiscal Board sont très intéressants. Les visites de l'île Blanchard sont très stimulantes sur remplacer les critères par des standards, même si
je doute un peu, je lui ai dit que les Européens acceptent ça, mais l'idée au fond d'avoir des ancres très solides en termes de soutenabilité de la dette, qualité de la dépense publique, de privilèges donnés à l'investissement sont des idées qui sont pour moi assez fortes. Enfin, sur le lien entre plan de relance et libéralisme, je suis assez prudent. Je ne pense pas que ce soit l'objectif central du plan de relance. Il y a deux choses qui peuvent jouer. D'abord, il y a tout de même une clause, même s'il est extrêmement timide, de respect de l'état de droit par les pays qui bénéficient du plan de relance, et il faut vraiment la faire appliquer avec le maximum de force possible. Encore une fois, je le redis, elle est très très timide, et là l'Allemagne a quand même mis tout son poids pour qu'elle ne soit pas solide, elle soit quand même. Et puis de l'autre côté, malheureusement, l'illibéralisme s'est nourri beaucoup de l'Union européenne et de sa générosité. Si vous parlez à un Polonais ou à un Hongrois, il ne vous dira pas qu'il n'est pas européen, il est très très pro-européen. L'adhésion à l'Union européenne est plus forte en Hongrie ou en Pologne qu'en France. Mais voilà, on prend, on ne rend pas. Et donc la question des valeurs et la question des finances sont des questions qui ne sont pas forcément totalement liées. Et je ne vois pas dans ce qui a été trouvé comme accord un lien suffisamment solide. Donc je ne voudrais pas nous nourrir d'illusions là-dessus. Merci beaucoup. Thomas, tu as des questions? Oui, peut-être un deuxième lot un petit peu plus lié à l'enjeu de l'autonomie stratégique ou de la souveraineté européenne, qui est un thème qu'on essaye de développer cette année chez Confrontation. Alors la première question vient de Madame Véronique Ormezzano. Je la cite puisque je trouve que la question est bien formulée. Comment parler de souveraineté européenne alors que les règles d'aide d'État et de concurrence sont conçues pour promouvoir la libre concurrence entre États membres et empêchent en pratique la création de champions européens? Et une deuxième question peut-être tout de suite qui rejoint celle de Madame Ormezzano, qui est posée par Luc Mathieu, qui demande plus spécifiquement sur la thématique de la santé. Toutes les grandes puissances économiques ont élaboré leurs propres vaccins, sauf l'Union européenne qui se retrouve dépendante des autres pour la vaccination. Cela ne pose-t-il pas un problème de souveraineté européenne, et cela n'appelle-t-il pas un sursaut politique pour y remédier? Là encore, c'est partie des sujets qui sont délicats et sur lesquels je peux être parfois à rebrousse-poil par rapport à des convictions idéologiques que j'ai pu avoir, que j'ai. Mais les aides d'État et la concurrence sont là depuis le début de la construction de l'Union européenne. Ils ne peuvent être changés que par un consensus. Et ce consensus doit être créé par la preuve de son utilité. Rêver qu'il suffit de changer les règles pour changer le jeu, c'est un peu naïf, c'est un peu la même chose que l'annulation de la dette. En revanche, je pense qu'il y a beaucoup de marge dans le régime des aides d'État et dans la politique de concurrence, que, en soi, ça n'interdit pas forcément la création de champions industriels, mais qu'il y a aussi la façon, qu'il y a l'esprit, qu'il y a la politique derrière, qu'il y a la manière dont la Commission peut animer les choses. Je ne suis pas persuadé que, pour une certaine gauche, je suis un homme de gauche encore une fois, on a toujours eu cette idée de se concentrer sur l'institutionnel. Et ce faisant, d'ailleurs, on s'est beaucoup affaibli. Je me souviens de la campagne sur le référendum de 2005, on nous disait « Ah là là, mais votre traité, il propose la concurrence libre et non faussée ». Il ne proposait pas que ça, il proposait beaucoup de remèdes à la concurrence libre et non faussée. Le problème, c'est qu'une fois que le traité n'a pas été voté, on est retombé sur le traité de Rome qui, lui, parle à fond de la concurrence libre et non faussée. Donc, je pense qu'il faut aussi se centrer beaucoup, autant sur le jeu que sur les règles du jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux, en réalité. Et si on voit, par exemple, ce que Margrethe Vestager a fait beaucoup avec son interprétation des aides d'État. Si, par exemple, on a été capable de sanctionner Apple à 13 milliards d'euros en Irlande, c'est parce qu'elle a considéré qu'à un moment donné, une ressource fiscale indue était une aide d'État. Donc, c'est quand même plus flexible qu'on le croit. Et n'a pas été systématiquement hostile à la création de champions européens. Je me souviens d'avoir beaucoup parlé avec elle, je ne devrais pas le dire parce que tout est secret, mais au moment de l'affaire Alstom-Siemens, je pense qu'elle aurait souhaité que cette fusion se fasse. En vérité, il n'y avait pas l'esprit qui régnait entre les entreprises. Et encore une fois, faire du capitalisme sans les capitalistes, c'est parfois un peu naïf. Ça, il faut éviter de le faire.
De la même façon, sur la santé, j'ai dit moi ce que j'en pensais, c'est-à-dire qu'il fallait créer les instances, les structures qui permettent de favoriser une politique industrielle européenne en matière de santé, par exemple une agence de recherche, une agence biomédicale. Il ne nous revient pas forcément de piloter depuis Bruxelles un champion. Et c'est pas totalement juste, d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des vaccins allemands et des vaccins suédois. Hein. AstraZeneca est une entreprise en partie suédoise. Et la Suède est dans l'Union européenne, imaginez-vous. Merci. Est-ce qu'il faut un vaccin européen? Il faut qu'il y ait des vaccins qui viennent d'Europe. Il faut surtout que l'Europe soit capable de s'approvisionner de manière puissante en matière de vaccins, et pour ça, elle a sa propre autonomie stratégique. Je crois que vous avez raison de travailler sur ce sujet. Mais je n'ai pas proposé comme programme le vaccin européen. On fait parfois fausse route avec des bonnes idées. Merci beaucoup, très clair. Un troisième lot et après une petite question spéciale. D'abord, comment assurer la convergence des politiques macroéconomiques menées dans le contexte post-Covid-19? Donc là, j'imagine que notre auditeur souhaiterait revenir sur le rôle du semestre européen et de la Commission européenne, à la fois sur la capacité des États membres à suivre les directions données par le Green Deal et par la transition numérique, la Digital Decade de Ursula von der Leyen, et à la fois comment éviter un décrochage de certains pays, peut-être du sud de l'Europe, un décrochage économique dans le contexte de la relance. Et il y a une deuxième question, mais je pense que les deux peuvent être liés, de Claude-Aimé Mabonzo, j'espère que je n'écorche rien, qui est: comment pensez-vous que l'Union européenne puisse s'investir dans la protection des catégories sociales les plus vulnérables et donc les plus touchées par la crise en ce moment? Est-ce qu'une aide directe pourrait être mise en place, ou en tout cas quel rôle l'UE peut jouer dans ce contexte? Il y a d'abord la question centrale qui est posée là, c'est celle de la solidarité, qui est celle de la solidarité nord-sud, qui est aussi en réalité une solidarité régionale, une solidarité sociale. Ça, c'est un critère qui est central. Si vous prenez le plan de relance, l'Allemagne devrait bénéficier de quelques milliards d'euros, la France de 40 milliards d'euros, l'Italie de 200 milliards d'euros. Et pourtant, en termes de victimes du Covid, au final, on va être sur des chiffres relativement proches entre les trois pays, un peu moins en Allemagne, un peu plus en Italie, mais bon, au final, c'est pas fondamentalement différent. Donc, il y a l'inégalité qui doit être résolue. C'est bien le rôle d'un budget de la zone euro, c'est le rôle du fonds de relance. Après, c'est toute la question de la crédibilité des réponses nationales qui est posée. Si aujourd'hui Mario Draghi est Premier ministre en Italie, c'est bien parce que le gouvernement de Giuseppe Conte n'a pas été capable d'articuler un bon trade-off entre le type de réforme qu'on doit faire et les fonds que l'on a droit. Tout va trop lentement. Donc de ce point de vue-là, il faut s'assurer de la faisabilité du plan de relance et de l'effectivité du plan en question. Et donc, pour moi, la question sociale est liée à la question régionale, elle est liée à la mise en place du plan de relance. Et puis j'ajoute que la question sociale ne s'épuise pas, et j'ai évoqué tout à l'heure un concept qui reste pour moi très puissant, c'est la question du salaire minimum. C'est une question qui est toujours posée aux États-Unis. On l'a vu avec la discussion sur le stimulus Biden, et qui est posée aussi en Europe, non pas sous forme d'un salaire unique, un SMIC unique, mais de deux salaires minimums dans chaque pays, avec une convergence salariale. La question salariale est même liée à la question de l'inflation, qui est liée à la question de la politique monétaire, et ça fait partie aussi des sujets sur lesquels il faut continuer de réfléchir, je crois. Merci beaucoup. Pas de questions spéciales. Et justement, alors, nous avons une question de Philippe Herzog, Philippe. qui vous tutoie, mais je ne vous tutoierai pas. Ne sous-estimez-vous pas la dépendance de l'Europe envers les marchés financiers internationaux? Notre industrie financière est-elle efficace? L'alignement des intérêts des entreprises sur ceux de ces marchés est-elle acceptable? Et il conclut par: il est temps de bâtir un capitalisme européen. Cher Philippe, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, mais ça nous invite à compléter
deux dimensions qui sont des dimensions post-crise de 2008, pas crise Covid. C'est l'Europe des marchés de capitaux qui est restée au milieu du gué. C'est l'union bancaire qui est inachevée. Et en effet, je pense que ce sont deux piliers d'une finance solide qui doivent nous permettre de réduire aussi notre dépendance aux marchés de capitaux internationaux. Donc je vais tout à fait dans ce sens-là. Si c'est ça ce que vous entendez par le capitalisme européen, je suis d'accord. Mais enfin, encore une fois, c'est une union de marché et c'est une union de banques. C'est pas un système totalement communautarisé. C'est pas contradictoire. Je ne sais pas si je le sous-estime. Ce que je constate, c'est que dans la crise Covid, nous n'avons pas une cause endogène à cette crise, qui n'est pas une cause financière, c'est qu'il n'y a pas de problème du système bancaire, de problème systémique d'une banque qui soit posé. Mais bien sûr, les faiblesses préexistantes n'ont pas été résolues et il est à craindre qu'elles ne soient pas améliorées, notamment tout ce qui est aussi non-performing loans, etc. Je vais tout à fait dans ce sens-là. Il ne faut pas abandonner les réformes financières parce que la crise n'est pas financière. Et c'est avec une bonne finance qu'on fait de une bonne industrie. Il est peut-être temps, pas forcément de conclure tout de suite, mais je pourrais une dernière question qui pourrait être un peu une forme de conclusion. Vous l'avez dit, l'Allemagne, la France avaient un rôle tout à fait important dans l'Europe face à ces ruptures et à ces défis. On approche de la présidence française dans quelques mois. Avec Confrontation, nous travaillons sur les différentes priorités et les différents axes sur lesquels nous pourrions faire progresser l'Europe. Quelles seraient vos priorités? Comment voyez-vous que la France puisse faire avancer un certain nombre de dossiers clés de manière très concrète dans les 6 mois du première année de 2022, au milieu d'ailleurs d'un moment politique tout à fait important pour nous, puisque ce sera la période des élections? D'abord, là encore, on est toujours dans l'incertitude. C'est-à-dire à quel moment de la sortie de crise, de l'après-crise, serons-nous? Et ça reste bien sûr incertain. Mais le moment politique va être à la fois un atout et un handicap. Il va être un handicap au sens où cette présidence française va être tout de même surplombée par la campagne présidentielle, où il y aura toujours la crainte d'une instrumentalisation, et où de surcroît, elle sera interrompue par l'élection. Personne ne peut dire qui sera le président qui finira cette présidence. Ça peut être le même, ça peut être un autre. Donc là, il faut quand même, j'allais dire d'une certaine façon, éviter l'obstacle de la politisation. Et en même temps, c'est un atout parce que pour un président très pro-européen comme Emmanuel Macron, indépendamment de la politisation, c'est aussi l'occasion de montrer l'identité, de chercher à imprimer des marqueurs. Et donc tous les sujets qu'on évoque en réalité depuis le début de notre entretien seront sur la table. Je pense que la question de ce qu'est l'économie post-Covid sera là. Deuxième question, je pense que ce sera là un bon moment pour commencer à lancer de manière sérieuse le débat sur les règles des finances publiques post-Covid. Je crois que le débat sur la citoyenneté européenne et sur la nouvelle convention pour l'avenir de l'Europe sera posé. Et à travers tout ça, il y a évidemment toutes ces questions d'autonomie stratégique que nous évoquions, de construction d'une Europe de la santé, de construction d'une Europe du numérique. Et enfin, je n'aurais garde d'oublier la question fiscale. Donc, c'est le moment où on peut poser, en tout cas, toutes les données de l'équation, à la fois parce que c'est une présidence française comme une présidence allemande. La présidence allemande de Merkel a été assez puissante, ça compte. Et puis parce que c'est une présidence très pro-européenne, et surtout parce que ça arrive au moment où se dénoue la crise et où s'invente le futur. Après, il faut aussi se garder d'une forme d'illusion. C'est pas en 6 mois qu'on transforme l'Europe. Mais en revanche, on est toujours dans un fonctionnement dit troïka. Il y a ceux qui vous précèdent, ceux qui vous succèdent. Et la présence d'un grand pays dans un grand moment, ça peut marquer une trace. C'est ce que je crois qu'il faut chercher à faire.
Et je sais que les responsables de la politique européenne de la France, à commencer par le président, par Clément Beaune, par Bruno Le Maire, ils travaillent. Mais pour ça, ils ont aussi besoin de notre concours à tous. Une présidence française, ou toute présidence européenne, c'est l'occasion aussi d'une floraison d'événements, de l'action des associations, des institutions. Par exemple, à la Cour des comptes, je vais organiser un grand événement sur le rôle des institutions supérieures de contrôle dans la rénovation des finances publiques. Donc, il faut vraiment que, dans ce moment-là, son fleur bien, soit capable de pousser. Très bien. Thomas, tu as encore quelque chose? Je vais peut-être vous quitter après une dernière question, si vous avez, ou saluer. Tu as plus ton micro. Le chat s'emballe évidemment à 4 minutes de la fin à la fin de l'échange. Bonjour. C'est normal. Mais donc, je crois qu'il y a une envie générale qui serait de revenir sur la soutenabilité de la dette et donc sur la réponse que vous feriez aux économistes, aux 100 économistes et dont les 50 Français qui ont demandé l'annulation et la suppression pure et simple de la dette. Nous avons une question également sur la potentialité d'un retour d'une inflation à 2 chiffres, et donc une question un petit peu technique. Et finalement, un débat qui préoccupe, donc une question de Madame Djemila Boulacha et une question qui préoccupe beaucoup à Bruxelles en ce moment, c'est-à-dire comment vous positionnez-vous dans le débat entre autonomie stratégique et souveraineté européenne? Et alors là, c'est en référence à l'étude qui est sortie par la Fondation Jean Jaurès et la Fondation Friedrich Ebert sur le sujet la semaine dernière, qui fait grand bruit ici. Je ne vais pas me positionner sur ce dernier point dont on a beaucoup parlé, je vais me concentrer sur les deux autres. Avant l'inflation à 2 chiffres, il y a l'inflation à 2 points. C'est pas tout à fait la même chose. L'inflation à 2 chiffres, on est quand même extrêmement loin. Soyons quand même confiants dans le fait que les taux d'intérêt seront bas pendant longtemps, mais soyons aussi prudents sur le fait qu'ils ne peuvent pas l'être pour l'éternité. Et ça compte beaucoup dans la façon dont on doit traiter le problème de la dette. N'oublions pas non plus que la Fed américaine, elle, peut être confrontée à un retour de l'inflation, puisque le plan Biden intervient déjà dans une situation qui est une situation beaucoup plus proche du plein emploi, avec un retour possible de l'inflation, et qu'il peut y avoir une contagion des politiques monétaires d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique. Pour ce qui est de la dette, écoutez, pardonnez-moi, il nous reste très peu de minutes, donc je vais être obligé d'utiliser des formules à la serpe. Chers amis économistes, atterrés, mobilisés, tout ce que vous voulez, annulistes, bon, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il ne faut ni rêver ni faire rêver, parce que ça conduit à beaucoup de lendemains qui déchantent. On l'a quand même beaucoup fait. Ça n'arrivera pas. La dette ne sera pas annulée. D'ailleurs, on pourrait poursuivre le débat longtemps. Ça n'est ni possible, ni légal, ni positif. Après, la question, c'est de savoir que faut-il faire de la dette en question. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut la subir ou la rembourser bestialement, comme si rien ne s'était passé. Non. D'abord, première question, à quel moment faudra-t-il retrouver une trajectoire de dette plus prudente? C'est des questions que la Cour des comptes est chargée d'explorer dans le cadre du rapport d'audit, et je ne vais pas donner aujourd'hui. Quand on dit qu'on va attendre qu'on ait retrouvé mettre le frein maintenant n'aurait pas de sens. Bon. Même s'il y a des dispositifs qui, encore une fois, vont s'éteindre d'eux-mêmes. Ensuite, la question de la soutenabilité de la dette dépendra justement du niveau des taux d'intérêt, de la capacité à créer de la croissance. Et ça, des économistes comme Olivier Blanchard, par exemple, ont produit des travaux tout à fait intéressants là-dessus, ou Jean Pisani-Ferry, et je m'inscris assez dans cette école-là. Donc, une dette, elle peut être gérée, elle peut être partiellement mutualisée, c'est ce qu'on fait à l'échelle du Recovery Plan. Il n'est pas interdit d'être intelligent avec la dette, on peut allonger des maturités, on peut affecter certaines ressources à certaines parties de la dette, etc. etc. On ne va pas l'annuler, non, on ne va pas l'annuler. Et j'ajoute qu'à mon sens, on ne le doit pas. Et qu'encore une fois, ça a été ma conception de la politique, c'est d'un vieux social-démocrate pro-européen attaché à ce que la gauche soit une force de gouvernement, pardonnez-moi de terminer là-dessus, même si c'est plus mon métier d'aujourd'hui, et je resterai impartial et indépendant pendant toute la durée de mon mandat ici, naturellement. Eh bien, en pensant comme ça, j'ai toujours pensé qu'il fallait proposer des choses qui étaient justement soutenables et réalistes, aller le plus loin possible dans le possible, justement.
pas partir toujours du souhaitable. Ce serait tellement formidable d'un coup de baguette magique de l'effacer. Ça n'arrivera pas. À partir du moment où on sait que ça n'arrivera pas, la question c'est comment est-ce qu'on peut minimiser l'impact négatif de la gestion de la dette et faire en sorte que nos finances publiques soient à la fois stables, mais aussi au service de la croissance. C'est ce que j'ai essayé de faire pendant 5 ans quand j'étais à la Commission européenne, en imposant la doctrine de la flexibilité par rapport à des règles rigides. Maintenant, il faut sans doute aller plus loin, réinventer des règles intelligentes, mais ça ne passera pas par l'annulation de la dette. Et je pense que ce débat-là, il aura lieu pendant la campagne présidentielle. Je ne voudrais pas que la famille politique à laquelle j'ai appartenu se signale par son irresponsabilité dans ce moment-là. Je suis déjà sorti de mon rôle, alors j'arrête. Président, merci infiniment de ce dialogue, de ce partage de vues. Évidemment, je ne vais pas conclure. Vous avez dit que l'histoire enseigne, mais qu'il n'y a pas d'élèves. Je pense qu'avec le débat d'aujourd'hui, on a pu démontrer que, d'une part, autour de la table virtuelle que nous représentons ici, il y a des élèves, et à travers les différents exemples et de la gestion de la crise, on s'aperçoit que quand même, chaque crise fait progresser l'Europe. Et donc, ça veut dire que l'histoire est un ferment qui permet à l'Europe de créer une ambiance, une communauté, un système de valeurs commun. Donc, bravo à l'histoire. Absolument, mais elle se construit, l'histoire. Et elle se construit. Ça, c'est pour nous aujourd'hui. Les acteurs et les auteurs. Merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. C'est pas un écran tactile.